L'idée, c'est de... J'ai pas aucune prétention universitaire. Je crois on est là pour parler de la langue historique de la région qui nous tient tous à cœur. Et j'espère que ce sera aussi quelque chose d'un peu interactif et que vous pourrez vous aussi vous exprimer, parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à dire sur ce sujet-là. Donc je vous propose effectivement cet après-midi de passer un moment autour de cette langue qui n'est pas neutre, parce que c'est notre langue. Elle véhicule un fort affectif. Pour certains, c'est une langue qui ne sert à rien, c'est vrai, il n'y a pas une utilité économique. On ne vendra pas des voitures, des meubles ou des fusées ou des sous-marins à l'Australie en parlant occitan, c'est vrai. Il n'empêche que, depuis des générations, elle est là. Elle fait partie de notre quotidien, même si on ne la parle plus. On la retrouve dans notre accent, dans notre manière de parler le français, dans nos noms de famille, dans nos noms de lieux. On se retrouve aujourd'hui dans une salle qui s'appelle La Prade. C'est pas un hasard. Et tous les noms qu'on a autour de nous nous rappellent que nous sommes en territoire de Languedoc. La Capelle, La Prade, Trespousse, etc. Tout cela nous rappelle que pendant des générations et des générations, elle a été la langue, et voire même la seule langue, de ceux qui nous ont précédés. Donc je vous propose dans un premier temps de voir avec vous quelles en sont les limites de cette langue. Ensuite, on verra comment s'est passé au XIXe siècle sa renaissance littéraire et culturelle. L'idée étant aussi de rebondir avec les ouvrages que vous pouvez rencontrer sur les stands de nos exposants. Et enfin, dans un dernier temps, évoquer avec vous quelques moments et quelques personnalités qui ont illustré la littérature doc de notre département. Certains, peut-être même, vous les avez connus. Je pense en particulier à l'abbé Sylvain Toulze, qui est décédé en 93, donc il y a maintenant quelques années, mais qui était quelqu'un de très actif sur Cahors, puisqu'il a été longtemps vice-président de la Société des études du Lot. Voilà. Donc, je parle beaucoup. N'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Je vous disais, on va essayer de faire quelque chose qui soit le plus interactif et surtout le moins ennuyeux possible pour vous. Essayez de ne pas vous perdre. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute et surtout merci d'être venu m'écouter cet après-midi. Alors effectivement, la particularité de ce que nous appelons l'occitan est d'être une langue dont la majorité des locuteurs l'appellent autrement que par ce terme-là. La plupart des gens qui parlent cette langue, qui sont malheureusement des gens d'un certain âge, l'appellent le patois, et c'est un terme qui est relativement flou, puisque ce terme de patois peut désigner, en France en tout cas, beaucoup de choses. Le picard, c'est du patois, le parler des banlieues, c'est du patois, la langue de Pépé et Mémé à Freycinet-le-Gela, c'est du patois, donc c'est un terme qui est relativement vague, et si on le compare avec d'autres langues régionales, par exemple, si on va en Bretagne, au Pays Basque, les gens en Bretagne savent que la langue historique de la région, c'est le breton. On sait où est parlée cette langue-là. En ce qui concerne l'occitan, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Si on demande aux gens où est parlé le patois, ils ont une vision relativement floue de ce territoire-là. Alors que, en France, de toutes les langues régionales, l'occitan est celle qui a la plus grande étendue. Pour rappel, l'occitan concerne le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, du Pays Basque jusqu'à la région bordelaise, l'ensemble du Limousin, l'ensemble de l'Auvergne, l'ensemble de l'Occitanie, moins une partie des Pyrénées-Orientales, l'ensemble de la Provence et une grande partie du Dauphiné, c'est-à-dire le sud de la région Rhône-Alpes, l'Ardèche, la Drôme, le sud de l'Isère, avec deux débordements, un dans le nord de l'Italie, dans le Piémont, la région de Cuneo et de Turin, même si Cuneo et Turin sont de langue piémontaise. La partie montagneuse de cette région-là est de langue provençale, donc de l'autre côté de la frontière, on parle exactement la même langue que ce qui est parlé dans les Alpes françaises, du côté de Nice par exemple. Et le second débordement se trouve aux sources de la Garonne, dans le Val d'Aran, où on y parle
on en parlait tout à l'heure hier avec un des exposants, la même langue que ceux qui parlaient par exemple à Luchon. Voilà, le Val d'Aran est un territoire en termes de superficie qui fait à peu près la même taille que le canton de Puy-l'Évêque, qui est peuplé de 6-7 000 habitants, et qui pour nous va avoir un rôle, une place assez stratégique, je n'espère pas le mot, mais en tout cas assez intéressante, puisque c'est le seul territoire en Europe où l'occitan est langue co-officielle. Donc on a un tout petit territoire où depuis une vingtaine d'années maintenant, les gens parlent l'espagnol, puisqu'ils sont en Espagne, souvent, en général catalan, puisqu'ils relèvent de la Generalitat des Catalognes, mais également ils continuent à parler la langue historique de la région, qui est l'aranais, une variante gasconne de l'occitan, qui est exactement la même que celle qui est parlée à Luchon. Voilà, donc ça c'est ce grand bloc donc, qui concerne 33 départements du sud de la France, avec ces 2 débordements en Italie et en Espagne, auxquels il faut rajouter une toute petite enclave qui se trouve en Calabre. La Calabre, donc on est à l'extrême sud de l'Italie, un village qui s'appelle la Guardia Piemontese, désolé pour mon accent italien, mais qui est peuplé, comme le nom l'indique, de gens qui ont fui les Alpes lors des persécutions contre les Vaudois et qui sont venus s'établir dans cette région-là. Et donc vous avez un village d'à peu près 2000 habitants, avec dans la partie supérieure, la partie haute du village, vous avez encore quelques familles qui continuent à parler une langue qui s'est un petit peu créolisée avec les parlers calabrais, mais dont le fond est encore essentiellement constitué de languedoc. Voilà. Au XIXe siècle, se sont éteints les foyers. Il y avait quelques villages allemands qui étaient de langue occitane, là aussi, du fait des persécutions protestantes. Un certain nombre de méridionaux, de familles méridionales, de la région de Nîmes en particulier, étaient partis s'établir en Allemagne. Et on a eu des familles comme ça qui ont continué à perpétuer leur langue historique, leur langue familiale historique, jusqu'au XIXe siècle. Voilà. Alors, puisqu'on en est sur le nom, donc aujourd'hui, ici et maintenant, pour désigner cette langue, on utilise majoritairement le terme occitan. C'est un terme qui, dans l'usage courant, n'est pas très ancien. On verra ça tout à l'heure. On le doit au mouvement régionaliste. C'est un terme qui est Monsieur Beau, qui est là, le dira peut-être mieux que moi. C'est un terme qui vient de l'administration française à partir du moment où le comté de Toulouse est passé en 1271 à être une possession du roi de France. C'est un terme, le terme Occitanie, qui a été utilisé par l'administration française pour désigner ces nouveaux territoires qui étaient de Languedoc. Voilà, et on le retrouve d'ailleurs dans ce nom de Languedoc. Mais pendant toute, donc du Moyen-Âge jusqu'à une époque récente, pour désigner notre langue, on a utilisé plein de termes différents. Langue romane, langue d'oc. La tradition veut que ce soit Dante Alighieri, le grand poète italien, qui ait fait cette distinction entre, de la manière de dire oui, entre la langue du si, l'italien, la langue d'ouil, le français, et la langue d'oc, l'occitan. Dante qui avait connu les derniers troubadours qui avaient trouvé refuge dans le nord de l'Italie et qu'il a repris dans son poème de la Divine Comédie. Et donc, la manière donc c'est un peu particulier quand même d'avoir une langue comme ça qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'espace clairement défini. J'ai essayé de vous en parler, c'est un territoire qui est immense, 33 départements, et donc on a du mal à trouver une identité commune dans la mesure où il n'y a jamais eu d'État ou de principauté qui se soit appelé l'Occitanie, ou de principauté même qui ait rassemblé tous ces territoires de Languedoc. D'autant plus que, à la fin du Moyen-Âge, une partie du territoire qui était de langue d'oc, de langue occitane, a changé de langue, est passé au français. Je pense, c'est en particulier le cas du Poitou et de la Saintonge, au Moyen-Âge, qui était de langue d'oc, et qui, à la fin du Moyen-Âge, a changé de langue. C'est-à-dire que de l'occitan, on est passé au français. Même si encore aujourd'hui, dans les parlers poitevins saintongeais, on retrouve un certain nombre de termes qui appartiennent à l'occitan. Voilà. En ce qui concerne le territoire, et pareil, dans cette manière de
ce flou autour de la manière de nommer la langue, ce flou autour de la géographie de la langue, s'accompagne au XIXe siècle d'un flou autour de la limite entre entre langue d'Ouïl et entre Languedoc. Les grands linguistes de l'époque que sont, j'ai oublié leur nom, Paul Meyer et Gaston Paris, qui sont de grands savants, de grands médiévistes, défendaient l'idée que l'on passait du domaine d'Oc au domaine d'Ouïl par touches successives, la langue variant d'un village à l'autre et on passait d'un domaine à l'autre. Ne croyez pas à l'existence d'une limite entre Languedoc, entre occitan et français. Et ça, c'est un des grands acquis du XIXe siècle, du régionalisme et de la renaissance occitane et du félibrige, de montrer qu'il y a en réalité bien une limite entre les deux langues. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc, effectivement, en ce qui concerne le grand siècle, je veux dire, où tout se joue en ce qui concerne la prise de conscience autour de l'occitan, c'est le XIXe siècle. Il y a deux grandes figures qui se détachent. La première, autour des années 1830, c'est un voisin, c'est Jacques Boët, de son nom de plume Jasmin. Alors, si vous connaissez la ville d'Agen, c'est incontournable. Sa statue en bronze est incontournable. Jacques Boët est quelqu'un qui est né dans un milieu extrêmement populaire et qui a été frappé dans sa jeunesse par la pauvreté de sa famille. Il raconte l'anecdote, il avait une dizaine d'années, quand il a vu un jour, il a vu son grand-père partir de chez lui, porté par des voisins sur sa chaise, parce que son grand-père était malade, et il demande « Grand-père, où vas-tu » Il me dit « Je te dis adieu, mon fils, je vais à l'hôpital ». Et à cette époque-là, on savait très bien que quand on partait à l'hôpital, c'était pour y mourir, et c'est surtout les plus pauvres qui partaient mourir à l'hôpital. Les plus riches, ou ceux qui avaient suffisamment d'argent, mouraient chez eux dans leur lit. Et c'est un événement qui a fortement frappé Jasmin,